Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On se retrouve avec une nouvelle vidéo qui est cette fois un peu spéciale. Ça fait plusieurs fois également qu'on m'a demandé de montrer un peu tous les indicateurs qui sont utiles lors de l'analyse technique. Donc, je vais vous faire une analyse du Bitcoin tout simplement avec l'ensemble des indicateurs qui sont relativement simples à utiliser. Moi, ce que je connais et ce que je sais sur ces indicateurs, je vais vous expliquer tout ça en détail et ça commence maintenant. Évidemment, on va quand même commencer par le Scalpex Index avec le Crypto Fear and Greed. Nous sommes toujours dans la peur. Nous avons quitté l'extrême peur, mais c'est vrai que ça fait quand même plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, où nous ne quittons pas cette zone-là de peur, extrême peur. On a un social index qui est presque à fond sur up et un market order flow plutôt en recherche de vente. Je vous ai trouvé un petit graphique récapitulatif en fait de l'ensemble du Crypto Fear and Greed sur la dernière année et même jusqu'à 2018. Donc là en fait on peut voir que le point haut par exemple en bleu, ça correspond lorsque nous étions dans l'extrême euphorie. Et le point bas en bleu, quand nous étions dans l'extrême peur. Et également, on peut voir le cours du graphique donc du Bitcoin et son évolution au fur et à mesure du temps. Donc ça nous montre quand même que lorsque nous étions sur des points hauts, donc là on était en février 2020, vous voyez, juste avant le crash Covid, nous étions quand même pas trop mal. Nous avions repris de la force par rapport à la chute que nous avions eue en décembre 2019. Et donc, nous avions un Crypto Fear and Greed qui était complètement dans l'euphorie. Et derrière, quand on a chuté au crack Covid, on était dans l'extrême peur. Et là, actuellement, c'est la même chose. C'est que, comme vous le voyez, en mai, on a eu une extrême euphorie. Ensuite, on a chuté pendant l'été pour avoir une extrême peur. On est remonté, on était en extrême euphorie. Et là, on est redescendu en extrême peur. Donc, ça montre quand même les points bas du marché. Donc, si vous regardez un peu plus précisément, là, on voit peut-être moins bien. Mais je vous conseille d'aller voir et vous ferez votre propre avis. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant puisque vraiment le Crypto Fear and Greed, si on se base là-dessus, vous pouvez toujours vendre au point haut quasiment et acheter au point bas. En tout cas, quand nous sommes dans l'extrême peur, c'est toujours un point bas de marché et quand nous sommes dans l'extrême euphorie, un point haut. Je voulais également vous passer très rapidement cette petite information concernant les 10 plus grandes ICO, ce qu'on appelle. Donc en fait, c'est tout simplement l'abréviation de Initial Coin Offering, c'est une levée de fonds. C'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque en 2017-2018 lors du dernier bull run. Nous avions énormément d'ICO qui arrivaient à l'appel avec énormément en fait de fausses ICO puisque tout simplement les cryptos c'était des scams. Donc comme c'est marqué ici, elles sont abandonnées évidemment puisque c'est des personnes qui ont pris votre argent et qui sont parties avec la caisse. Donc il faut faire attention lorsque vous investissez dans des ICO. On peut quand même voir sur les 10 levées de fonds les plus importantes, on a quand même 2 abandons, dont la deuxième et la quatrième en termes d'argent, ce qui est quand même énorme. Ça vous montre que 8 sur 10 des ICO actuellement sur les tops, eh bien, c'était des scams. Ensuite, parmi les 10, je ne sais pas si vous connaissez actuellement les cours du marché, mais le Tatatu, j'en ai jamais entendu parler depuis, ça n'existe plus, ou en tout cas, il n'est plus dans les tops. HDAC, c'est pareil. BitDAO, il est rendu très loin également. Sirin Lab, c'est pareil. Donc vous voyez, là, je vous en ai déjà cité 1, 2, 3, 4, voilà. Donc là déjà, ça fait 6 sur 10 qui n'existent quasiment plus, ou en tout cas qui ne sont plus intéressants. Et là, on se retrouve avec EOS, que vous avez sans doute entendu parler, qui est actuellement quand même dans les tops du moment. On a Philcoin, qui est pas mal. Tezos, j'en ai déjà parlé à la dernière vidéo. Et ensuite, on a Bancor, qui est encore là actuellement. Ça vous montre quand même que la crypto-monnaie, c'est dangereux. Il ne faut pas investir n'importe comment. Et que les ICO, c'est encore plus dangereux. Puisque, à la base, les crypto-monnaies sont liées à des projets, donc ça correspond à des startups. Et là, c'est comme une levée de fonds sur une startup. Donc, on n'est pas sûr que la startup puisse continuer d'exister en fait dans les quelques mois qui suivent. Sans compter en plus les personnes qui vont en arnaquer. Donc voilà, c'était vraiment un petit warning. Faites attention dans quoi vous investissez, renseignez-vous. Et des fois, investir dans des levées de fonds directement n'est pas forcément la bonne solution. On en vient à l'analyse technique du Bitcoin. Donc je vais commencer par vous cacher tous les indicateurs qui sont actuellement affichés. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, ça, on va supprimer le MACD, le RSI, on va le garder. Donc, on va commencer par le RSI ou Relative Strength Index. Alors, le RSI, c'est tout simplement en fait un indicateur qui est utilisé en fonction de la puissance d'un mouvement et des moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles, en fait, c'est un ensemble de moyennes au niveau du cours sur un certain temps donné. Je ne vais pas vous montrer la formule, vous pourrez la chercher si vous voulez, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant pour vous, je pense. Ce qu'il faut savoir, en tout cas sur le RSI, c'est que lorsque nous atteignons les 30 points, c'est que nous sommes en survente. Ou en tout cas, en dessous des 30 points, nous sommes en survente. Et c'est souvent là que nous avons des points bas de marché à court terme ou même sur du long terme. Un exemple concret, là, nous avons eu la chute que nous avions faite il y a quelques jours. Donc le 22 janvier, on avait un RSI autour
des 21 points. Et là aujourd'hui, donc depuis ce point bas, si vous l'aviez acheté, admettons, à la clôture, donc autour des 35 000, aujourd'hui on est presque à 38 et on a même dépassé les 38 sur les derniers jours. Donc vous étiez forcément en positif si vous jouez un court terme. Et même sur du long terme, vous serez gagnant. Et inversement, lorsque vous atteignez 70 points de RSI, à ce moment-là, nous sommes dans l'état de surachat. Et donc, nous sommes sur des points hauts de marché. Encore une fois, ici, nous étions en octobre. C'est là où nous avions eu le point haut quasiment, autour des 66 000 dollars. Ce n'était pas le nouvel ATH, mais nous avions fait quand même un point haut pas loin du nouvel ATH. Et nous étions autour des 79 de RSI. Donc les 79 de RSI étant un point de surachat, à ce moment-là, il fallait vendre. Puisque dès qu'on passe 70, souvent il y a une correction qui arrive très rapidement. Ensuite, ce qu'on peut appliquer également sur le RSI, c'est tout simplement les droites de tendance. C'est-à-dire que lorsque vous avez, admettons, un RSI qui est en train de chuter comme ceci, puisque lorsque nous avions fait l'ancien point haut, vous pouvez quand même constater que le RSI, nous étions autour des 70 lorsque nous avons fait un nouveau plus haut. Et là, vous vous dites, mais en fait, t'as menti, c'est faux. Puisque si on fait un nouveau point haut, le RSI, c'est pas toujours le point haut. Effectivement, ça montre que nous perdons de la force sur le volume et également de la force sur le cours. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas monter plus haut. Donc, lorsqu'on fait un point haut plus haut que le suivant, ça montre tout simplement que la force est en train de diminuer et donc que la correction va certainement arriver. Et c'est effectivement ce qu'il s'est passé. Peut-être qu'effectivement, le point haut, après donc les 66 000, nous avions atteint 70 000, un RSI qui était plus faible que lorsque nous étions à 66 000, mais ce n'est pas pour autant que derrière, il ne va pas y avoir un retracement et une correction. Donc ça, vous pouvez le voir lorsque, justement, les points sont en train de diminuer au fur et à mesure sur le temps. Là, il faut se dire, ok, une correction va sans doute arriver. Souvent, lorsque nous sommes en zone de surachat, la correction est très violente. On en vient ensuite à ce qu'on appelle le MACD. Donc le MACD, encore une fois, c'est une abréviation de l'anglais. C'est la convergence et la divergence des moyennes mobiles. Donc, Moving Average Convergence and Divergence. Vous m'excuserez pour l'accent anglais. Donc, en fait, le MACD, ce qu'il faut retenir, c'est juste lorsque nous croisons à la hausse comme à la baisse, on a déjà les volumes qui sont dans le rouge ou dans le vert, hein, vous comprenez, le rouge c'est quand ça va chuter, le vert c'est quand ça va augmenter. Donc lorsque nous croisons à la baisse, donc c'est-à-dire que nous croisons bearish, eh bien va chuter, ou en tout cas c'est ce qui va driver un peu le marché. Et inversement, lorsque on croise à la hausse, donc là actuellement on a croisé à la hausse, on est sur des volumes verts, eh bien effectivement, ces derniers jours, le cours s'est repris. C'est un indicateur qui se base donc, comme je le disais, sur des moyennes mobiles également. Cet indicateur est de plus en plus fiable sur du long terme, donc il faut le regarder plutôt en journalier ou même en weekly, donc sur une période de temps en semaine. Il est très pertinent de le regarder. Tout comme le RSI, lorsque nous sommes sur des périodes long terme, c'est vraiment là qu'il est le plus intéressant. Après, il ne faut pas regarder sur un an, quoi. Là, ça devient moins intéressant. C'est vraiment plus du journalier ou en semaine. Et là, vous pourrez voir des tendances long terme qui vont se dessiner. Donc, nous avions eu la période de hausse. Voilà, le MACD était dans le vert. On a croisé bearish. Donc là, on est encore sur une période un peu baissière. C'est ce qui se passe actuellement. Pour moi, on n'a toujours pas trouvé le point bas du marché. On va sans doute continuer. Et après, on va croiser. Ensuite, tac, les deux droites vont se rejoindre. Et quand on va recroiser à la hausse, à ce moment-là, le cours pourra repartir tranquillement. Et comme ce sera une période de temps long terme, eh bien, ce sera sur du long terme. Donc, si vous vous achetez à ce croisement-là, vous êtes quasiment sûr d'être dans le positif sur les prochaines semaines. Un autre indicateur intéressant, c'est tout simplement les volumes qui sont échangés sur les journées ou les semaines. Donc, vous pouvez le voir juste ici en dessous. J'ai laissé les couleurs par défaut, donc ça veut dire que quand nous sommes dans le rouge, ça a été des volumes plutôt de vente, et quand nous sommes dans le vert, ça a été des volumes plutôt d'achat. Donc lorsqu'il y a des forts volumes, c'est que le cours va bouger. Donc plus les volumes augmentent, plus le cours va bouger dans les prochains jours, prochaines semaines. Que ce soit à la hausse comme à la baisse. Donc lorsque les volumes diminuent et que le cours continue de monter, eh bien ça montre justement une divergence encore une fois. Et donc c'est-à-dire que nous allons sans doute repartir à la baisse. Et inversement, lorsque les bougies rouges commencent à diminuer et sont moins importantes, comme on peut le voir par exemple ici, nous avons eu des volumes qui étaient grandissants, et là on a fait une bougie un peu plus basse, eh bien nous étions ensuite sur des volumes d'achat qui sont arrivés. C'est vraiment assez simple à comprendre et relativement facile à l'observer. Un autre indicateur qui m'a été demandé et qui est également intéressant parce que ça montre la volatilité sur le cours, ce sont les bandes de Boulanger. Donc les bandes de Boulanger inventées par Monsieur Boulanger, en fait sont constituées de 3 courbes. Donc on peut les voir ici, on a les 2 bornes bleues qui constituent le bas et le haut des bandes de Boulanger et la ligne au milieu. Donc en fait,
Il y a une courbe qui permet de calculer encore une fois une moyenne mobile sur une période donnée de 20 jours. Donc on peut le voir tout simplement ici puisqu'on a en BB20. Et on a également deux autres courbes, donc comme je vous le disais en haut et en bas, qui représentent en fait chacune une distance de 2 fois l'écart type sur la période de 20 jours sur lesquels on a calculé la moyenne mobile. Ça vous paraît peut-être un peu compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est juste une histoire d'écart type et de moyenne. Et donc, les bandes de Boulanger vous montrent l'explosivité du cours. Lorsque les bandes sont en train de se resserrer, là ici on a un super exemple par exemple, nous avons eu énormément de volatilité, donc là les bandes sont énormément écartées. Ensuite, elles sont en train de se resserrer, et là, lorsqu'elles se resserrent, cela veut dire que la volatilité est en train de se contracter jusqu'au jour où ça va exploser. Et c'est ce qui s'est passé, que ce soit à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, hein, peu importe. On sait juste que quand ça se contracte, derrière le cours va exploser, mais on ne sait pas encore vers où. Et donc, le cours a explosé à la hausse, par exemple ici, et les bandes de Boulanger se sont écartées. Encore une fois, elles se sont resserrées, et là nous avons eu encore une autre hausse du cours. Elles se sont resserrées, et là on a eu cette fois une chute du cours. Donc si vous regardez continuellement en fait, eh bien on peut voir sur une période de temps, donc en daily en fait, les zones où les bandes sont en train de se resserrer, et ensuite nous avons eu soit une hausse, soit une baisse. Donc là c'est vraiment juste pour regarder la volatilité du cours, et si nous allons avoir un gros mouvement qui se prépare, ou si nous sommes plutôt dans ce gros mouvement actuellement. Là, au vu de ce qui se passe, on est dans ce gros mouvement. On a touché les bas des bandes de Boulanger, et ensuite, on est en train de remonter tranquillement pour retoucher le haut. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais à chaque fois, on fait bas, haut, bas, haut, bas, haut. La période de temps après n'est pas définie, mais en tout cas, là, ici, on fait un haut, un bas. Là, on fait un haut, là, on fait un bas. Là, on fait un haut, là, on fait un bas. Donc, c'est quelque chose qui se répète sans cesse. Donc ça c'est pareil, si vous arrivez à déterminer à peu près quand est-ce que nous atteignons le bas et le haut des bandes de Boulanger, eh bien vous pouvez faire des profits. On enchaîne ensuite avec ce ruban de moyenne mobile. Donc nous sommes sur des périodes de temps de 20, 25, 30, 35, 40, 55, etc. en nombre de jours. Ce ruban de moyenne mobile, si vous observez bien en fait, il peut faire office de résistance comme de support. Comme des droites que je trace ici lorsque nous avons eu des forts volumes ou que le cours rebondit régulièrement, eh bien, on peut voir que également le ruban de moyenne mobile peut faire office de support ou de résistance. Là, ici, on voit un exemple très concret, hein. On a cassé par le bas ce ruban de moyenne mobile, on a touché mon support, on est remonté, on a touché le ruban de moyenne mobile, eh bien, ça a fait office de résistance, on a touché le support, et là, on a cassé à la hausse cette fois pour ensuite continuer. Lorsque nous sommes en bas de ces moyennes mobiles, eh bien, il faut faire attention parce que cela ne veut pas dire que nous allons le casser à la hausse. Il faut le casser par une bougie comme on peut le voir ici. Si on ne le fait pas ça, eh bien, on va se faire repousser. Comme là, quand nous avons cassé par le bas, c'est qu'avec des bougies comme ça qu'on est sûr que là, on est passé en dessous et donc qu'on va rester en dessous. C'est toujours comme ça. Tant qu'on est au-dessus, eh bien, on continue de monter et on peut se positionner. Si là, on retouche le ruban de moyenne mobile, eh bien, on va prendre ça comme support. Ça peut être utile lorsque des fois vous faites du trading un peu journalier, etc. Maintenant, ce que je vous montre, c'est vraiment une version simplifiée, hein. Ça pourrait être beaucoup plus poussé en termes d'analyse, mais mon objectif, c'est juste pour vous faire comprendre un peu l'intérêt de l'ensemble de ces indicateurs. Je ne vais pas vous en passer 15 000, mais c'est vraiment les indicateurs assez basiques. Et donc, dans notre cas, les moyennes mobiles, elles se contractent également en fonction de la volatilité du cours, tout comme les bandes de Boulanger. Là, ici, on peut voir le tracé des bandes de Boulanger un peu en grisâtre. Et lorsque ça se resserre, les bandes de Boulanger se resserrent et également le ruban de moyenne mobile aussi. Et là, ça montre que la volatilité est en train justement de diminuer pour exploser par la suite. Un petit élément que je vais rajouter sur les moyennes mobiles, et ce sera le dernier sur cet indicateur, c'est que lorsque nous avons les moyennes 50 et 200 qui se croisent, nous avons ce qu'on appelle le Golden Cross ou le Death Cross. Le Golden Cross, comme vous l'avez pris, le Gold, c'est une bonne nouvelle, et donc cela veut dire que nous croisons à la hausse. Et le Death Cross, inversement, c'est que nous croisons à la baisse. C'est vraiment utilisé sur des périodes long terme, puisque lorsque nous avons un Death Cross, c'est beaucoup utilisé sur le SP500, le Nasdaq, etc., donc sur du marché traditionnel. Ça montre que sur du long terme, en fait, nous sommes bien sur une période de baissière ou haussière. Lorsque là, nous avions eu notre Golden Cross, par exemple, certes, nous avions fait un retest, mais nous étions toujours positifs. Et donc, effectivement, le cours a continué de chuter. Après, évidemment, il y a une latence. Vous voyez bien que le Golden Cross ou le Death Cross s'est effectué un peu après la chute. Donc, cet indicateur vous permet juste de voir dans quelle tendance on est actuellement, mais vraiment sur du long terme. Et donc, ça vous montre bien que le BTC, on va peut-être changer de cours.
Alors, là, c'est quoi? C'est sur Binance? Non, j'étais sur Coinbase. Coinbase, c'est là où il y a le plus d'historique. On peut voir quand même, du coup, si on regarde en période de temps en weekly, donc sur une semaine, nous n'avons jamais eu de death cross pour le moment. Donc cela veut dire quand même que là, depuis, donc ça commence en 2014, nous sommes toujours sur une hausse consécutive. Donc, le marché du Bitcoin est toujours en hausse. Même si effectivement nous avons des fluctuations avec des baisses par-ci par-là, eh bien nous n'avons jamais croisé vers une tendance baissière. Donc pour le moment, ça vous montre quand même la puissance du Bitcoin. Par contre, sur du daily, là ça devient un peu plus intéressant sur du moyen terme. Lorsque par exemple nous avions croisé ici en mai, eh bien nous étions repartis en bull run par la suite. Même si là ici on a fait une fausse sortie, ça peut arriver, hein, des fois évidemment c'est pas toujours, c'est pour ça qu'on utilise plusieurs indicateurs pour confirmer certaines choses que l'on peut voir avec d'autres indicateurs. Et il ne faut pas se perdre avec l'ensemble des indicateurs, il ne faut pas en utiliser 15 000 parce que vous voyez, ça peut dire tout et son contraire. Donc, il faut vraiment se limiter à certains, réussir à les lire très bien. Souvent, on utilise 2, 3, 4 indicateurs maximum et ensuite, on peut se servir de ceci pour analyser le cours. Le dernier indicateur, avant le petit bonus pour la fin, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, évidemment, vous allez avoir une surprise et vous allez être content. Donc là, nous passons à Ishimoku. Ishimoku, c'est un indicateur utilisé très très souvent sur le marché traditionnel. Il repose sur 3 piliers principaux, donc sur le temps, sur les vagues d'Elliott. Je ne vais pas vous faire une description des vagues d'Elliott, mais en gros, le principe, ça montre des mouvements sur une hausse et sur une baisse. Donc je vais vous le dessiner, c'est que les vagues d'Elliott correspondent en fait à des points en A, B, C par exemple. Donc là on a un point A, ensuite un point B, un point C, un point D, etc. Ensuite c'est des mathématiques, donc c'est toutes des formules utilisées régulièrement et Ishimoku se base là-dessus et également sur la théorie des prix. Donc ça, vous pourrez vous renseigner un petit peu plus en profondeur sur Ishimoku. Moi, je ne vais pas vous détailler parce que ce n'est pas l'objectif de la vidéo, c'est plus vous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Ce qui est intéressant à regarder sur Ishimoku, il ne faut pas se perdre. On a l'impression que c'est super compliqué, on a des droites de partout, etc. Pas du tout. Ce qu'il faut regarder au premier abord, c'est ce nuage-là. Le nuage ici, quand nous sommes dans le vert ou dans le rouge, ça détermine la tendance. Et souvent, très souvent, lorsque nous sommes sur une période de temps plus élevée, on peut voir si nous sommes en bear market et en bull market. Et actuellement, je suis désolé de le dire, hein, mais on tend vers un bear market, très clairement, parce que en 2018, si historiquement on regarde, lorsque nous avons croisé donc ce nuage à la baisse, nous étions partis en bear market. Donc si jamais le cours se reprend et que nous revenons au-dessus du nuage, cela pouvait être une fausse sortie. Mais si ça se confirme et qu'effectivement nous n'avons pas eu notre point bas ici et que nous allons plus bas, c'est que nous tendons vers un bear market. Enfin bref, ce n'est pas pour être un peu négatif, c'est pour vous montrer quand même comment ça se passe. Ici, on a ce qu'on appelle la lagging span, donc en orange. Cette lagging span, en fait, représente un ensemble des moyennes, encore une fois, sur une période de temps beaucoup plus longue. Et en fait, l'ensemble de ces droites peuvent faire office de support ou de résistance. C'est vraiment impressionnant parce que à chaque fois, sur une des droites, quand le cours chute, c'est effectivement qu'on l'a touché. Ou en tout cas que nous avons soit rebondi, soit autre chose, mais cet indicateur est vraiment super puissant et utilisé régulièrement. Donc ce qu'il faut comprendre également, c'est que lorsqu'ici nous avons donc la Tenkan et la Kijun, donc c'est ce que nous avons en bleu et en rouge. Oui, effectivement, c'est des mots japonais, donc ne m'en voulez pas, c'est les noms réels, hein, je ne vais pas vous inventer pommes et poires, mais c'est Tenkan et Kijun. On va dire sur une période de temps un peu plus petite, ça vous permet de voir à court terme en fait comment est-ce que nous sommes également. Là, c'est sur du long terme quand nous sommes dans le nuage, et là, c'est plus sur du court terme. Et donc ici, effectivement, on confirme bien la tendance baissière dans un nuage qui est également baissier. Et la lagging span représente également en fait les zones de support et de résistance. Souvent, je m'en sers justement pour placer mes droites parce que c'est vraiment super pertinent. Quand on remarque en fait l'ensemble des points bas qui sont atteints régulièrement, ça vous montre également les zones de support ou de résistance. Là, ici, on fait 2 points hauts à peu près équivalents. Et bien, vous pouvez voir que cette zone-là fait office de résistance. Et également, ici, lorsque nous avions là des points bas ici, donc là, ici, ici et encore là, on peut voir que ça fait office de support. Cet indicateur semble vraiment très compliqué alors qu'au final, on peut le lire assez facilement. Cependant, le créateur a quand même dit que sur 10 000 personnes qui pratiquent Ishimoku, en fait, il n'y en a qu'une dizaine qui le comprennent vraiment. Donc pour vous dire la puissance de cet outil, c'est vraiment impressionnant. Donc même moi, je ne comprends sans doute pas tout de cet indicateur, j'essaye, donc vous ne comprendrez sans doute pas tout également, mais vous pourrez entreapercevoir certaines lignes. Et enfin, l'indicateur bonus, c'est ce qu'on appelle le hash ribbon, ou tout simplement le ruban qui est lié au hachage.
Donc là, on part un peu dans la technique. Qu'est-ce que c'est que le hachage? Si vous avez regardé la vidéo sur qu'est-ce que la blockchain, je vous l'explique. En fait, c'est tout simplement lié à la puissance de calcul pour miner des blocs. Je vous laisse un peu de mystère. Vous pouvez aller voir la vidéo, elle sera dans la description. Donc, le hash ribbon, cet indicateur, ne s'est jamais trompé sur ces 10 dernières années depuis que le Bitcoin existe. Et quand je dis jamais, c'est pas il s'est rarement trompé, c'est il ne s'est pas une seule fois trompé. À chaque fois que nous avions eu un hash ribbon, donc une pastille bleue qui apparaît ici avec un petit bail, eh bien le cours a continué de monter tranquillement, sans jamais se retourner, jusqu'à un certain point évidemment. Mais ça vous montre réellement quand vous pouvez acheter. C'est super pertinent à l'époque. Donc je me souviens, c'était juste avant la grosse montée que nous avions eue l'année dernière, là en 2021. En décembre, je vois la pastille tomber. Je me dis, attends, on arrive au nouvel ATH, là on va pas passer ça tout de suite. Et non, mon neveu, on est bien passé. Et je peux te dire que le H-Ribbon, il avait raison. Quand ici, nous étions en 2018, bon là par exemple c'est au crash Covid 2020, il a annoncé une pastille bleue ici. Il en a re-annoncé une autre ici quand même. C'était pareil ici en 2018. Historiquement, je vais grossir, on arrive quand même sur un point bas de marché. Certes, nous n'avions pas le point bas, mais nous étions quand même sur un point bas. Et si vous regardez historiquement, sur l'ensemble du cours, à chaque fois lorsque la pastille est tombée, c'était un bon point pour recharger sur du long terme. Donc là, c'est vraiment sur du long terme. Et même à moyen terme, si vous l'aviez acheté, vous aurez été gagnant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, le petit bonus de la fin, j'espère qu'il vous aura plu aussi, puisque celui-là, tout le monde ne le connaît pas. Donc gardez-le, essayez de le partager également à vos amis et faites-le savoir que vous regardez CryptoFalgar. Ciao ciao!